je me présente. Moi, je m'appelle Patrick Bertuzzi. Je suis ingénieur de recherche à l'INRA. Je viens d'Avignon. Et je dirige un laboratoire qui s'occupe d'interaction entre changement climatique et agriculture. Et vous comprenez que l'eau, c'est un sujet central pour nous. Et pour cette animation de cet après-midi, je suis accompagné de Madame Coutan, qui est vice-présidente au Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, chargée des questions d'environnement, de climat, oui, ok, de Vincent Hortelan, qui est de la Fédération de pêche de Charente, et de monsieur, j'ai oublié votre nom, excusez-moi, Jean-Jacques Blanchon, qui apportera un point de vue d'agriculteur et qui gère un office de gestion de l'eau en Charente. J'attends que le groupe s'installe. Donc, on a réuni ici ça commence bien. Ouais, bah oui, oui, oui. Donc, tout le monde est installé. Donc, vous avez ici, en fait, quatre modes de représentation pour s'intéresser à la question du lien entre l'eau et les changements climatiques. Un premier niveau qui est un niveau un peu scientifique de constat, c'est ce que je vais faire dans la présentation pour vous montrer que les choses bougent, et en particulier en s'intéressant plus spécifiquement au département de la Charente. L'ensemble des résultats, des choses que je vais vous montrer, c'est vous, c'est votre département. Vous avez un point de vue politique, à la fois en termes du rôle que peut jouer des structures politiques comme une région dans le constat et la définition d'une politique de l'eau. Et vous avez deux points de vue d'utilisateurs, aménageurs de l'espace aussi, parce que cette dimension la compte, à la fois en termes d'agriculture, parce qu'il faut produire pour alimenter les populations, et aussi en termes de rivières, de pêche, etc. Donc je vais commencer par mon exposé. Donc, jusqu'à présent, mais ça devient de moins en moins vrai, quand on regarde la communication qui est faite sur le changement climatique, l'eau était plutôt une face cachée, c'est-à-dire qu'on ne présentait pas la question du changement climatique sous cet angle-là. C'est un peu moins vrai, en particulier dans le cadre de votre région, avec les sécheresses que vous rencontrez en ce moment, qui sont assez fantastiques. J'ai pu m'en rendre compte hier en prenant le TGV en remontant de Bordeaux. Hein. Et en fait, ce qui est important de voir, c'est qu'en attendant le changement est en cours, il est irréversible parce que le gaz carbonique reste très longtemps dans l'atmosphère. Si vous avez le temps de visiter le train, vous verrez dans le train toute une série d'arguments qui confirment que c'est irréversible. Il faut donc s'adapter. Et quel est le principal porteur du changement climatique pour les vivants? C'est la température, certes, mais on peut s'adapter encore à la température. Mais si on n'a pas d'eau pour s'alimenter, pas d'eau pour alimenter les plantes, pas d'eau pour alimenter les animaux, ça devient encore plus problématique. C'est un peu le sens de mon message. On passe d'une phase cachée de la gestion du problème de l'eau à une phase qui est de moins en moins cachée et qui est déjà notre première priorité. Voilà. Alors, avant de commencer le débat sur la Charente, je voudrais faire quelques rappels simples. Parce que vous n'avez peut-être pas forcément cette dimension du problème. En rappelant que l'eau sur la Terre, d'abord, c'est une ressource finie. Voilà. Après, son problème, c'est de savoir où elle se trouve. Bon, pour l'instant, on peut dire qu'à 76%, l'eau douce, c'est dans les glaciers. Quand je dis 70%, ce n'est pas les glaciers de nos montagnes, hein, c'est les calottes polaires. Hein, Antarctique, Groenland, pôle Nord. Vous savez qu'actuellement, elles fondent à la vitesse grand V, ces calottes. Et que c'est la première responsabilité du montage du niveau de la mer, qui estime à peu près à 3 mm par an actuellement. Ensuite, vous avez à peu près 20% sous terre. Tout ce qui est haute surface, ça représente un peu moins de 2%. Et vous avez que seulement 0,03% dans l'air, c'est la vapeur d'eau, mais elle a un rôle central. Parce que c'est de là que viennent les précipitations.
Et que l'eau douce, c'est que 3%, si on compte les océans, de l'eau qu'il y a sur la Terre. Et c'est cette eau douce-là qui nous intéresse. Alors, si on regarde les usages de l'eau, mais à l'échelle du monde, ou de l'Europe ou de la France, quand je dis usage, je place la notion de prélèvement. Vous voyez que suivant la façon dont on le regarde, entre les principaux usages que sont l'agriculture, les usages industriels et l'alimentation en eau, on peut avoir des visions totalement différentes suivant le niveau d'échelle qu'on le regarde. Au niveau mondial, c'est l'agriculture qui prime. Dans les pays développés, en Europe, et dans les BRIC aussi, c'est vrai aussi en Europe et en France en particulier, c'est les usages industriels qui priment. Je parle de prélèvement. Hein. Voilà. Et quand on regarde spécifiquement le cas de la France, vous voyez qu'une grande partie des eaux qui sont prélevées dans les rivières, puisque une des principales sources de prélèvement, c'est nos centrales nucléaires qu'il faut alimenter en refroidissement. C'est pour ça que la part du prélèvement dans les rivières est importante. Et bien les eaux souterraines, elles assurent essentiellement tout ce qui est fonction de prélèvement par rapport au prélèvement d'eau potable et aussi au prélèvement pour l'agriculture quand ce n'est pas prélevé dans les rivières. Un point qui est important pour comprendre pourquoi le climat c'est important, c'est qu'il faut faire référence à ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le cycle de l'eau? C'est en gros le parcours que parcourt l'eau entre le moment où elle se trouve dans les océans et au moment où elle retourne dans les océans. Alors là, je vous présente ce qu'on appelle le grand cycle, c'est-à-dire essentiellement de la production de vapeur d'eau qui provient de l'évaporation des océans. Elle monte dans l'atmosphère, elle est transformée en nuages. La météo fait qu'il y a des précipitations. Une toute petite partie est stockée dans les glaciers, c'est de moins en moins vrai, mais tout le reste est soit ruisselé à la surface des sols, et rejoint par là les rivières, et ensuite les fleuves et l'océan. Une autre partie s'infiltre, c'est ce qui fait ce qu'on appelle la réserve des sols, et en s'infiltrant ensuite, va remplir les nappes sur lesquelles sont stockées de l'eau de manière transitoire, et c'est sur ces eaux-là qu'on prélève pour alimenter ou irriguer. Et après, au bout du compte, après usage, elle retourne bien sûr à l'océan. Il y a un deuxième niveau de cycle qui concerne les surfaces plutôt terrestres, c'est la contribution par évapotranspiration aussi des plantes, qui boucle, c'est donc cette seconde partie du cycle qui est là. Et en fait, l'ensemble du cycle de l'eau, c'est grand cycle et petit cycle. Ce qui est important de voir, c'est pourquoi le climat a un facteur déterminant sur l'intensité de ce cycle de l'eau et la capacité qu'on a, par exemple, à ce qu'il y ait des pluies ou pas des pluies. C'est ce que je voudrais vous montrer en illustrant déjà les impacts du changement climatique en se basant sur des données qui existent, qui sont produites par Météo France, à une maille de 8000 km sur 8 km à l'échelle de la France, c'est-à-dire qu'on a plus de 9000 mailles pour représenter la France, et qui donne, au sein de chaque maille, les paramètres climatiques de base, journaliers, température, humidité, rayonnement, vitesse du vent, et ce qu'on appelle l'évapotranspiration potentielle. Alors peut-être que je vous explique ce que c'est que l'évapotranspiration potentielle. C'est en fait ce qu'on appelle la demande en eau qui est due au climat. Quand vous êtes sur une plage l'été, qui fait chaud, vous n'avez pas mis votre chapeau de soleil, vous prenez un coup de soleil, mais vous avez aussi besoin de boire. Hein? Pourquoi vous avez besoin de boire? Parce qu'il fait chaud, et parce que pour compenser la perte en eau de votre corps, il faut que vous vous réalimentiez. L'évapotranspiration potentielle, c'est une grandeur qui traduit ce pouvoir de pomper de l'eau, soit dans les corps, soit dans les cultures, soit dans la terre. Plus cette valeur est élevée, plus la demande est forte, et plus il faudra la compenser par des apports, par les pluies, etc. Est-ce que c'est clair comme message? Ce n'est pas une notion simple, mais en gros, c'est ça que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'ensemble des données qui couvrent le département de la Charente.
c'est les petits carrés qui sont à droite, là. Alors, il y en a 93 chez vous, 93 carrés de ce type-là. Et je me suis amusé à faire des petits calculs simples. Je n'ai pas appuyé là-dessus. Voilà. Alors, je vous montre un exemple. Donc, j'ai fait ces calculs en travaillant au niveau de la saison. Donc, j'ai fait ça pour le printemps, j'ai fait ça pour l'été, j'ai fait ça pour l'hiver, et j'ai fait ça pour l'automne. Et voilà ce qu'on peut montrer, par exemple, sur des grandeurs simples, dans le cas de l'automne. À gauche, vous avez le cumul du nombre de jours sur la saison, où la température du jour est inférieure à 5 degrés. Et ce que vous voyez, c'est que depuis 1958, ce nombre de jours, il y a une certaine variabilité, puisqu'on est un nuage qui est assez étendu, mais ce nombre de jours diminue inéluctablement. S'il diminue inéluctablement, ça veut dire qu'il fait de plus en plus chaud et que depuis 1958, le nombre de jours à température inférieure à 5 degrés en nombre a diminué considérablement parce qu'il fait plus chaud. Et de l'autre côté, j'ai mis le fameux critère d'évapotranspiration, de demande climatique. Donc vous voyez, dans ce cadre-là, il augmente inévitablement. Ça veut dire que même à l'automne, du fait qu'il y a plus de soleil, du fait qu'il y a plus de température, on a une demande évaporative par le climat qui est plus importante. Donc un besoin potentiel en eau qui est plus important. Et ça, je l'ai fait pour l'ensemble des saisons, et j'ai synthétisé dans ce tableau-là. Alors il faut que je m'explique ce tableau. Je regarde la pluie, le nombre de jours de pluie, la température de la saison, le cumul du rayonnement solaire sur la saison, le cumul de l'évapotranspiration sur la saison et le déficit. Le déficit, c'est la différence entre la pluie qui tombe et ce qui est demandé par l'évapotranspiration. Si le déficit est positif, il y a plus d'eau qui rentre, qui en a besoin de sortir. Si le déficit est négatif, c'est le contraire, il y a un manque d'eau. Bon, qu'est-ce qu'on fait comme bilan? C'est que si on regarde la pluie, de 58 à 2016, globalement, au printemps, à l'automne et à l'hiver, les pluies diminuent. Ça, c'est embêtant, pour la recharge des nappes, notamment. En parallèle, si on regarde le nombre de jours de pluie, il augmente légèrement. Ça veut dire qu'il pleut un peu plus, mais en quantité et en durée moins longue. Et par contre, le nombre de jours de pluie diminue drastiquement en été, avec des pluies qui sont plus importantes. Ça veut dire que les pluies ont des intensités globalement plus fortes. C'est ça que ça veut dire. Si on regarde en température moyenne de la saison, on est sur des accroissements de plus de 1 degré, déjà, en printemps, en automne et en hiver, et de 2 degrés en été. Vous vous rendez peut-être pas compte, 1 degré, mais c'est quand même des signaux qui sont forts par rapport aux questions du changement climatique. Si on regarde le rayonnement solaire, il a augmenté beaucoup plus, donc c'est le rayonnement qui vient du soleil. Il a augmenté beaucoup plus en été et au printemps, essentiellement parce qu'on a eu des jours qui étaient de moins en moins, ou dans lesquels il y a moins en moins de nuages. Donc des jours plutôt clairs. Voilà. Et par voie de conséquence, l'évapotranspiration augmente de façon importante, en particulier au printemps, en été. Et par voie de conséquence, si on fait la différence entre la pluie et l'évapotranspiration, on a des déficits, c'est-à-dire un manque d'eau qui est de plus en plus croissant et qui touche toutes les saisons. Sur la période 1958-2016. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des années où ce n'est pas ce qui se passe, mais ça veut dire qu'en tendance, si on regarde en tendance sur l'ensemble de cette période, c'est ce type de signal qu'on a. D'où un message, mais qui est assez générique pour la France, c'est qu'on a une évidence d'une tension qui s'accroît entre quantité disponible et besoin et usage de l'eau. Voilà, alors moi ce que je propose maintenant, c'est qu'on fasse une séquence croisée avec nos participants pour qu'ils témoignent un peu des questions que ça leur soulève par rapport à leur mission et à leur pratique, à la fois au niveau politique, comme au niveau de la pêche, comme au niveau de l'agriculture. Je vous passe la main.
vous m'entendez? Alors, pour ce qui est de la partie pêche et protection des milieux aquatiques, l'idée c'est de vous montrer un peu concrètement les effets déjà visibles du changement climatique sur les milieux aquatiques en Charente. Alors du coup, je vous ai fait une petite présentation, que ce soit assez concret. On va essayer de vous prendre l'exemple de l'année 2016, qui était un peu atypique, pour vous montrer quels effets le changement climatique a sur nos cours d'eau. Alors globalement, sur l'année 2016, on a eu des précipitations qui étaient à peu près les mêmes qu'une année classique. On a eu autant de précipitations que sur une année moyenne. Seulement, les précipitations ont été mal réparties dans le temps, sur l'année, avec un printemps assez pluvieux et un été globalement très sec. Donc du coup, nous, on réalise un suivi des écoulements. Donc on va voir sur les cours d'eau, est-ce que le débit du cours d'eau est correct? Donc le débit, c'est la quantité d'eau qui passe dans la rivière. Ou est-ce que le cours d'eau, il ne reste plus que des flaques, ou est-ce qu'il est carrément asséché? Donc vous voyez qu'au 15 juin, donc à la fin du printemps, tous les cours d'eau étaient bleus, tout allait, entre guillemets, pour le mieux. Et on va s'apercevoir que plus on va avancer dans la saison, donc là on est au 1er juillet, plus on a des cours d'eau qui vont avoir des débits qui diminuent. Donc ça c'est une tendance naturelle au fur et à mesure de l'avancée de l'été. Mais vu qu'on n'a plus de pluie pour recharger les nappes d'accompagnement des cours d'eau, et bien vous voyez qu'au 1er août on a des cours d'eau qui viennent en à sec. Et au 15 août, on a des cours d'eau qui sont carrément complètement asséchés. Et en fait, ça c'est assez symptomatique, c'est-à-dire que même si on a des précipitations qui sont globalement normales à l'échelle de l'année, une mauvaise répartition des précipitations fait qu'on a des conséquences sur les milieux aquatiques avec l'assèchement des cours d'eau. Donc voilà ce que ça peut donner. Là, vous avez deux cours d'eau en Charente, à droite Longue Couture et à gauche la Nouère. Et du coup, on a des étiages qui se prolongent. Donc l'étiage, c'est la période de l'année où les cours d'eau ont un faible débit. Et ça s'est prolongé jusqu'à fin novembre. Donc nous, en termes de cours d'eau et de poissons, on a des débits qui diminuent. La température de l'air augmente, par conséquent, la température de l'eau augmente, et on a des espèces qui ne supportent pas l'élévation de la température de l'eau. Et par conséquent, on observe des mortalités des poissons et de toutes les espèces qu'on retrouve dans les cours d'eau. Et malheureusement, les années comme 2016 se répétant de plus en plus, la notion de résilience des milieux aquatiques devient importante. C'est la capacité des rivières à se régénérer après une perturbation, donc par exemple après un assèchement. Sauf que si la rivière est à sec tous les ans, elle n'aura plus du tout cette capacité à se régénérer. Donc là, on a parlé surtout de la partie de l'été, donc avec des problématiques d'assèchement. Mais également, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que certaines espèces piscicoles ont besoin également d'eau l'hiver. Et le changement climatique, ce qui a été présenté juste avant, c'est aussi le dérèglement de cycles hydrologiques. Et par exemple, des inondations, des crues qui sont peut-être plus intenses, mais probablement moins longues, alors qu'on a des espèces comme le brochet, par exemple, qui lui utilisent des zones de reproduction qui sont des prairies inondées l'hiver, comme ce que vous voyez sur la photo. Et il est possible que la durée de submersion de ces prairies étant de plus en plus réduite et pas forcément sur la bonne période hivernale, on risque d'avoir des effets négatifs sur l'ensemble des espèces piscicoles, pas seulement sur les espèces piscicoles qui sont inféodées à des milieux avec des températures faibles, une oxygénée, mais aussi sur les autres espèces. Voilà un peu le constat que nous on fait d'ores et déjà sur les cours d'eau en Charente.
Bien, bonjour à tous. Alors le constat que je dois faire pour l'agriculteur que je suis, il est vaste. Forcément, le sujet pour moi est, enfin pour mon métier est capital. Et malheureusement, bien souvent, je vois que beaucoup de mes collègues passent à côté de l'essentiel et ont d'autres préoccupations, mais malheureusement, celle-ci va leur revenir très rapidement. Ce que je voudrais vous dire, c'est, premier constat d'abord, c'est, moi j'ai plus aucun doute sur le changement climatique, hein, on le voit au niveau des cultures. Si je prends comme référence le maïs, dont je suis producteur, le maïs, j'ai commencé il y a 35 ans à peu près. Il y a 35 ans, on récoltait le maïs à partir de la fin du mois d'octobre jusqu'au début de décembre. Aujourd'hui, j'ai fait pratiquement aujourd'hui la moitié de la récolte. Donc vous voyez qu'on a avancé d'au moins 3 semaines la date du commencement de la récolte. Pour ce qui est de la viticulture, j'ai un peu de vigne. Je vendange demain, je devais vendanger aujourd'hui, mais bon, je suis reporté à demain, donc je vendange demain. Pareil, il y a 35 ans, on commençait à vendanger plutôt vers le 20 octobre, 15-20 octobre. Donc là encore, 15 jours, 3 semaines d'avance. Bon, il n'y a pas de secret. Les plantes arrivent à maturité par une somme de température. Pour ce qui est du maïs, on compte une somme de température au-delà de 6 degrés. On prend toute la somme des températures au-delà de 6 degrés. Il faut à peu près, pour qu'un maïs arrive à maturité, 2000 degrés. Et donc vous voyez les 2000 degrés. Aujourd'hui, on les a obtenus au 30 septembre. Avant, il fallait attendre le 30 octobre. Quoi. Voilà, c'est à peu près ça. Hein. Bon, c'est sur cette année, mais on constate quand même que l'évolution va dans ce sens-là. Après, alors j'ai une deuxième casquette, parce que, enfin, je suis irriguant, donc je fais du maïs et des cultures irriguées, et j'ai une deuxième casquette en tant que gestionnaire. Je suis président de l'OUGC Cogesto, donc il y a un organisme unique de gestion collective qui est en fait l'organisme qui gère l'eau, des cours d'eau et des nappes à destination de l'irrigation. Donc à ce titre-là, j'ai un rôle de gestionnaire. Et là aussi, le constat qu'a fait Valentin tout à l'heure, les difficultés que l'on a à tenir des cours d'eau, tenir des nappes dans la durée, pour nous, ça devient un obstacle, carrément. C'est très très compliqué et bon, on a besoin de revoir beaucoup de choses. Alors il y a un constat qui est simple, un constat qui est simple, qui soit simple, mais enfin, que tout le monde peut faire, en tout cas ceux de ma génération. Il suffit d'observer l'agriculture il y a 40 ans, 50 ans, et les progrès de l'agriculture sur ces 40 ou 50 dernières années. Si on regarde tout ce qui a été fait, en fait, on voit que tout a été fait pour mettre un maximum de terre en culture. Bon, le fait est qu'il y avait un besoin de production, il y avait un besoin de développer notre économie agricole, et effectivement, on peut dire que de ce côté-là, c'est réussi. Mais par contre, ça a entraîné tout un tas de dégradations sur les milieux, qu'il faudrait aujourd'hui en faire plus que le constat, c'est-à-dire qu'il faut revenir sur reconquérir des milieux, quoi, plus exactement. Alors si on regarde les rivières, vous avez, alors bon, je ne parle pas du fleuve Charente en lui-même, parce qu'il a quand même été un peu touché, mais pas trop, mais si vous prenez d'autres rivières, des petits affluents de la Charente, vous avez des rivières qui, il y a 50 ou 60 ans, étaient sinueuses, qui aujourd'hui sont des écoulements droits, linéaires, voilà. Donc le rôle d'une rivière sinueuse, enfin, ou plutôt l'incidence d'une rivière sinueuse et l'incidence d'une rivière linéaire, c'est plus du tout la même. L'eau s'écoule beaucoup plus vite dans un linéaire, pour peu qu'il ait été approfondi, pour peu qu'on ait enlevé les embâcles, enfin bon, voilà, toute cette liste-là, auquel il faut associer l'assèchement des marécages, l'assèchement des zones humides. Tout ça, ça a été fait dans l'esprit de produire. Hein. C'est pas que les agriculteurs sont devenus fous, c'est pas ça, mais ils avaient un autre objectif. Hein. L'objectif était de produire, c'est bien sûr. Aujourd'hui, pour l'agriculteur, l'objectif est toujours de produire et en tout cas de sortir un revenu de son exploitation, c'est bien normal. Sauf que pour pouvoir
et c'est là que j'insiste donc, auprès des politiques justement, pour pouvoir refaire ce pas en arrière, il faut qu'il y ait un accompagnement financier. Je le dis, et il n'y a pas de secret. On ne peut pas demander aux gens de se sacrifier. Il n'y en a pas qui le feront, enfin, je ne pense pas. Donc il faut pouvoir revenir en arrière, c'est-à-dire reconquérir ces zones humides, sans doute refaire des linéaires, sans doute, en fait, il faut même, alors, pas se tromper dans les termes, mais reconquérir le milieu naturel. Ça veut dire qu'il faudra quand même l'intervention de la main de l'homme. Ça peut paraître bizarre, mais pour reconquérir un milieu naturel, il faut que l'homme intervienne. Et là, pour le coup, il faut qu'il intervienne, et il peut intervenir en connaissance de cause, c'est-à-dire en évitant de faire de nouvelles erreurs, si je puis dire, et en ne perdant pas de vue qu'il n'y a pas que comme seul usage l'agriculture, il y a trois usages fondamentaux, hein. L'eau potable, bien évidemment. Alors, je parle pour la Charente parce que l'industrie utilise peu d'eau. Bon, on peut en mettre 4 si vous voulez, mais bon, l'agriculture, mais la biodiversité, donc la sauvegarde des espèces, etc. Donc tout ça, il faut, enfin, à mon sens, il faut absolument l'anticiper dès maintenant. Et vous l'avez dit dans votre exposé, on risque d'avoir un conflit par manque d'eau. Alors, manque d'eau en France, ça peut paraître un peu absurde. L'eau, en quantité, continue de tomber à peu près sur les mêmes valeurs. Le problème, c'est sa répartition. Sa répartition temporelle, elle n'est pas bonne du tout. Vous savez, je vais vous donner une anecdote. Il y a un préfet qui me demandait un jour, vous n'êtes jamais content, les paysans, mais quel temps il vous faut? Je lui ai répondu, monsieur le préfet, un paysan, il veut le même temps, mais pas trop longtemps. C'est-à-dire qu'il faut que le temps change. Et aujourd'hui, malheureusement, on le voit encore cette année, et cette année même, elle est vraiment parlante. On a eu les 6 premiers mois avec de l'eau pratiquement tous les jours, et depuis, une sécheresse épouvantable. Donc on a ce souci de décalage. Et moi, ce que je pense, enfin, c'est l'idée que je soutiens en tout cas, c'est que l'eau qui tombe l'hiver, eh bien, il faut être en mesure, enfin l'eau qui tombe en abondance, il faut être en mesure de la stocker. Et je crois beaucoup au stockage dans les sols. Et donc pour ça, il faut effectivement reconquérir ces zones humides et éviter que l'eau s'écoule trop vite. Je vais vous donner un autre exemple. Quand j'étais gosse, les crues de la Charente, c'était 3 semaines, 4 semaines, 1 mois. Alors là, pour le coup, les brochets avaient largement le temps de frayer et de se reproduire. Aujourd'hui, la même crue, avec la même intensité, c'est 3 jours. À peu près, 3-4 jours. On se plaint, j'ai entendu souvent, notamment les crues de 82, où Saintes avait un peu noyé. Et on a peur, effectivement, des crues. Bon, on a peur, mais d'un autre côté, on a tout fait pour que l'eau arrive le plus rapidement possible à l'estuaire. Effectivement, Saintes, quand vous arrivez à Saintes, il n'y a plus que 17 mètres de pente pour aller à l'estuaire, donc le flux va moins vite et l'eau monte. Et ça, c'était des choses qui n'étaient pas avant. Il ne faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de gens qui on l'a entendu, on a tout entendu d'ailleurs, même accuser le pont romain de Saintes qui faisait obstacle à la Charente. Donc, bon, on ne se pose pas forcément toujours les bonnes questions. Voilà, bon, moi c'est un constat, je pourrais continuer longtemps, mais je crois que je vais arrêter de vous barber avec ça. Mais bon, oui, reconquête des milieux. Alors après, il y a effectivement, on peut faire du stockage artificiel aussi. Hein. C'est tout à fait faisable. Bon, après, moi, je pense que c'est faisable, hein, c'est tout à fait possible. Après, le stockage artificiel, on résout le problème à court terme, on ne le résout pas à long terme. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est maintenant penser long terme et il faut absolument, et là je vous le dis et je le redis, il faut absolument qu'il y ait un soutien financier. Je prends un exemple rapide. Aujourd'hui, on donne ce qu'on appelle les mesures agro-environnementales. C'est une prime supplémentaire à la prime, complémentaire à la prime PAC pour mettre des terres, soit en jachère, soit avec une culture spécifique. Il y a une diversité, alors on appelle ça les mesures agro, MAEC en abrégé, quoi, mesures agro-environnementales,
il y en a une diversité où tous les agriculteurs s'y perdent. C'est presque le catalogue Manu France. Donc voilà. Et c'est bien dommage parce que au lieu d'en avoir 150 ou 200, il faudrait mieux qu'on en ait 2 ou 3 qui soient lisibles par les agriculteurs, donc plus facilement accessibles, et qui soient surtout efficaces. Parce que quand on stocke de l'eau, quand on a des zones humides, on touche beaucoup de choses. Voilà. Merci, bonjour à toutes et tous. Alors, que fait le politique là-dedans? Le politique, d'abord, il regarde, il constate, et puis il constate aujourd'hui qu'il y a une vraie difficulté en lien avec le climat par rapport à la quantité d'eau, que vous avez largement abordé les uns et les autres, mais très peu la qualité de l'eau. Et je crois qu'on ne peut pas déconnecter les enjeux de la qualité et de la quantité de l'eau quand on parle de climat, et c'est bien l'objectif de ces journées que d'aborder ces questions de climat. Donc on a bien entendu, il y a une augmentation de température qui existe depuis maintenant plusieurs décennies, qui va se poursuivre, et une augmentation de température, eh bien ça se traduit sur notre territoire par une pluviométrie qui sera plus ou moins stable, peut-être inférieure, mais surtout une évapotranspiration, et vous l'avez bien expliqué, une évaporation qui va être plus importante. Donc de toute façon, il y aura moins d'eau. Il y aura moins d'eau, et quand il y a moins d'eau, quand il fait plus chaud, paradoxalement, on en consomme davantage. Donc nous, politiques, on a quand même à résoudre cette équation entre les besoins et les usages, et la ressource. Donc, quantifier la ressource, prospecter sur ce que va être cette ressource dans les décennies à venir, et c'est aussi pour ça que nous avons demandé au comité scientifique Acclimatera de réfléchir à ces questions-là. Donc là, vous avez une synthèse. N'hésitez pas à aller sur Internet, taper à acclimatera.fr et regarder ce qui peut être, ce que pourra être plus exactement notre région Nouvelle-Aquitaine d'ici plusieurs dizaines d'années. Si on prend conscience qu'il y a une urgence et que l'urgence, c'est d'agir aussi sur les questions d'eau, parce que l'eau est une question transversale. Elle impacte tous les secteurs, vous en avez cité plusieurs, mais elle impacte tous les secteurs. Donc nous, politiques, on regarde quel est l'état de la ressource, l'état en quantité, l'état en qualité. On regarde aussi de manière prospective ce que va devenir cette ressource en termes de quantité. Et il faut qu'on mette en place des politiques qui résolvent l'équation la problématique entre les deux. Et qu'on évoque les besoins, mais qu'on évoque aussi les usages, je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez parlé de l'agriculture, vous avez parlé de l'eau potable, on peut parler aussi d'industrie utilisant l'eau, on en a quelques-unes aussi en Charente, je pense aux papeteries par exemple. On a également la question de l'énergie. Vous avez parlé du nucléaire, on n'a pas de centrale nucléaire en Charente, on n'en a quand même pas loin, on est coincé entre deux en tout cas. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Eh bien, on regarde finement, et puis quand on regarde finement, on se dit qu'il va falloir réduire nos consommations d'eau. Et comment fait-on? Et quelle priorité on donne? Il y a quand même une loi qui dit que la priorité est à l'eau potable, l'alimentation par l'eau potable. Bon. Ensuite, sur toutes les activités économiques, dont agricoles, comment est-ce qu'on change ce modèle? Mais vous l'avez exprimé. Comment est-ce qu'on change ce modèle pour qu'il consomme moins d'eau? Et puis qu'il consomme moins d'eau et qu'il pollue moins l'eau. Parce que augmentation de température, moins d'eau, donc augmentation des polluants à l'intérieur de cette eau. Donc c'est toute cette problématique-là que nous avons à résoudre. Alors j'entends votre bonne volonté, je suis ravie parce que malheureusement tous vos collègues n'ont pas le même propos que vous sur ces sujets-là. Donc tant mieux si vous avez cette volonté de changer de modèle, et je le comprends parce que quelque part, c'est difficile aussi pour vous. La situation de l'agriculture en France et en région Nouvelle-Aquitaine est complexe, et là, il ne s'agit pas de stigmatiser l'agriculture, mais bien de se dire comment est-ce qu'on vous accompagne, y compris financièrement, dans ce changement de modèle que chacun, évidemment, appelle de ses voeux. Et là, j'insiste sur la question de la qualité, de la quantité de l'eau. On a besoin d'agir sur ces deux niveaux. Et puis, activité économique, c'est aussi la production de coquillages, pas très loin
de chez nous, de la Charente. Au niveau des sphères de la Charente, on a des productions, on a des économies qui dépendent de la production de coquillages, notamment de l'huître. Il y a un impact aujourd'hui par rapport à la raréfaction de l'eau, par rapport à la qualité de l'eau qui diminue, qui est moins bonne. Eh bien, on a un impact fort sur la mortalité des coquillages. Ça aussi, c'est de l'économie sur notre territoire. Donc, on regarde un peu tous ces secteurs-là, et puis on priorise. Et la priorité, c'est pas nous, enfin, c'est pas moi toute seule qui vais en décider, c'est pas les élus du conseil régional qui vont en décider, c'est, enfin si, au final, quand même, il y aura une décision politique, mais la discussion, elle se fait avec l'ensemble des acteurs de la filière, l'ensemble des gens qui, dans cette région, utilisent de l'eau. On a parlé de l'agriculture, on a parlé de l'alimentation, on a parlé de l'industrie, on a parlé de tout cela. Et puis, on a aussi un tout petit peu parlé des sols. Parce que l'assèchement des sols, il est réel dans notre région. Et dans notre région ex-Poitou-Charentes, dans cette immense région Nouvelle-Aquitaine, eh bien, elle est encore plus problématique que dans l'ex-Aquitaine ou dans l'ex-Limousin, où il y a un assèchement très important, beaucoup plus important ces dernières années, évidemment, et ça risque de s'amplifier. Vous parliez tout à l'heure des retenues, du stockage de l'eau, etc. Moi, je veux bien, mais si on stocke l'eau, si on artificialise les sols, eh bien, on empêche à cette eau de pluie de s'infiltrer et d'aller alimenter les nappes phréatiques. Et ça, c'est un vrai sujet aussi. Donc, on a cette problématique à résoudre. Moi, je ne donne pas de réponse aujourd'hui, parce que ce n'est pas le lieu, mais j'essaie de soulever un certain nombre de problématiques, et puis, il va falloir qu'on les résolve ensemble. D'où un certain nombre de choses qui ont été engagées à l'échelle de la région pour avoir une stratégie des usages en fonction des besoins, mais aussi de la ressource et de la qualité de la ressource. Parce qu'il faut quand même savoir que 1 degré de plus de température, pour nous, c'est 1,6% de plus de consommation d'eau dans l'alimentation. C'est important. Et consommer plus, ben, ça voudrait dire qu'en face, on a davantage de ressources, mais on n'a pas davantage. Donc, il va bien falloir changer nos pratiques. Et changer nos pratiques, ça démarrera par une sobriété, un peu moins de consommation, donc une économie de l'eau et une priorisation des usages. Et tout ça, c'est évidemment à construire avec l'ensemble des acteurs des territoires. Merci. Est-ce que vous voulez poser des questions avant que je vous montre d'autres choses? Où est-ce que vous êtes allé concrètement pour voir tout ce que vous nous avez dit? Où est-ce que je suis allé au niveau des données, c'est ça? Non, la dame. Je n'ai pas compris. Dans votre politique, vous êtes allé pour en tirer ces conclusions? Alors, on a ce rapport que je montrais tout à l'heure, qui a été fait par un certain nombre de scientifiques. Plus de 300 scientifiques ont participé à l'élaboration d'un rapport. Vous en avez la synthèse ici, mais ce rapport fait 500 pages. Sur la question de l'eau, il y a un chapitre qui est relativement conséquent et qui donne un certain nombre d'informations que j'ai pu donner là. Après, nous, notre travail de politique, c'est aussi d'aller rencontrer les gens, les acteurs des territoires, d'aller rencontrer les autres élus qui sont, par exemple, en Charente ou en Angoulême ou dans les communes de la Charente, au niveau des départements, de rencontrer pas que les élus, mais de rencontrer ceux qui utilisent de l'eau, qui sont dans l'usage de l'eau, donc évidemment les agriculteurs, les pêcheurs, et puis bien d'autres, les industries, les acteurs de l'énergie qui ont besoin de l'eau. On a parlé du nucléaire tout à l'heure, mais je pense aussi à tout ce qui est hydraulique, donc barrage hydraulique. Donc, on a rencontré tous ces acteurs-là pour justement faire la synthèse d'un certain nombre d'échanges, avoir des données parfois chiffrées, c'est ce qu'a fait Acclimatera, et puis des données en lien avec les usages des acteurs de ce territoire. Et on essaie de mêler tout ça, mais on essaie surtout de construire ensemble une feuille de route qui permettra de gérer l'eau au mieux et en tout cas sa consommation dans les années à venir. C'est notre devoir. Le devoir d'un politique, c'est d'essayer de penser loin, de penser le plus loin possible
et d'essayer de construire des politiques qui n'impacteront pas les jeunes, les générations futures, dans leur vie de tous les jours. Donc, peut-être qu'il va falloir se serrer un petit peu la ceinture et vivre un peu autrement pour que vous puissiez vivre longtemps aussi sur cette planète. Et c'est notre rôle de politique, on a le devoir d'être raisonnable et puis d'être un tout petit peu, comment dire, conscient à la fois des problématiques, mais parfois courageux dans la prise de décision. Et même souvent, il faut l'être. Ça serait pour le chercheur qui nous a montré pour les températures. Ça serait pour savoir, en fait, pour vos vous avez cherché où pour avoir vos résultats sur le réchauffement? Alors, vous savez qu'on a un organisme national qui s'appelle Météo France. Météo France, sa mission, c'est de prévoir le temps. Quand vous avez les bulletins météo à la télévision, c'est Météo France qui les produit. Mais Météo France, c'est aussi, sa mission, c'est de historiser le climat. Et dans ce cadre-là, Météo France offre un certain nombre de services. Alors le premier service, c'est d'archiver l'ensemble des mesures qui sont faites localement sur des stations météo. Il y en a des dizaines de milliers en France. Moi, par exemple, je suis le gestionnaire pour le réseau INRA d'une 60aine de stations en France. Ces données sont servies à Météo France. Mais il y a aussi Électricité de France. Il y a Météo France qui a son propre réseau. Ça, c'est le premier service. Deuxième service, c'est de produire un certain nombre de produits. Et les données que je vous ai montrées, c'est ce qu'on appelle un produit safran. C'est une reconstitution à une maille de 8 km sur 8 km des informations qui sont créées localement à partir des données des stations présentes dans la maille. Ça donne un niveau de synthèse. Et nous, par exemple, dans notre travail, on est très utilisateurs de sites de données parce que ça donne une image de la France, de différents points. Et ça nous sert de données d'entrée à un certain nombre de modèles, d'outils mathématiques qui nous permettent, par exemple, de simuler des cultures et de voir comment le climat influence, en tenant compte des pratiques agricoles, en tenant compte du type de sol, comment le climat influence ces choses-là. Donc c'est une base de données qui est disponible. Je vous en montrerai une autre tout à l'heure. Celle que je vous ai montrée, elle n'est pas publique en fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas y avoir accès. Mais l'autre que je vais vous montrer, sur le futur, tout à l'heure, vous pouvez y avoir accès et je vous dirai comment y aller. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. C'est la dernière si on veut avancer. Ça marche. Bonjour. Par rapport à la question de la politique, les questions politiques dont on parlait tout à l'heure, j'ai beaucoup entendu, du coup, si j'ai bien compris, la question de la sobriété, en fait, de moins consommer, ce à quoi je suis assez d'accord. Par contre, j'ai moins entendu parler tout simplement de la question de la répartition. Dans le sens où, moi, les exemples qui me viennent en tête, c'est les plus simples, c'est simplement de me dire qu'il y a de l'eau potable dans mes toilettes. C'est quand même quelque chose qui me perturbe un peu. Y compris dans la douche, c'est quand même des choses auxquelles on peut peut-être remédier et en fait qui pourraient permettre de consommer pas beaucoup moins d'eau finalement, mais de mieux la consommer. Je disais quasiment ça quand je parlais de prioriser les usages. Maintenant, c'est vrai que la question de faire des doubles réseaux pour l'eau potable et pour l'eau qui n'a pas besoin d'être potable, vous parlez évidemment des toilettes, mais il y a d'autres usages, laver les voitures par exemple, des petites choses comme ça qui consomment beaucoup. Quand on additionne, c'est pas tant du ressort de la région, c'est pour ça que je ne suis pas rentrée dans le détail des actions, mais ce sont des choses qui nous remontent, ce genre de ce que vous venez de dire, évidemment nous remonte et nous, notre rôle, c'est aussi de le porter à l'échelle nationale pour que les réglementations permettent de systématiser, parce que ça existe, hein. Certaines maisons sont construites de cette façon-là, mais peut-être qu'il faudrait le faire de manière systématique, et je pense notamment aux immeubles collectifs, par exemple, où on aurait matière à faire sérieusement des économies d'eau potable. Si vous allez, franchement, il est important ce rapport. Quand on regarde les usages de l'eau actuellement dans notre région,
on est quand même sur des usages qui paraissent un tout petit peu étranges. C'est-à-dire que l'eau potable vient après l'agriculture. C'est pas pour stigmatiser, hein, c'est juste pour dire que peut-être on va devoir revoir un petit peu tout ça. On est à 46% d'eau sur les 1,2 milliard de mètres cubes qu'on consomme aujourd'hui dans notre région, Nouvelle-Aquitaine. On est à 46% pour l'agriculture, 34% eau potable, 12% industrie, 8% énergie. Bon, ben, tout ça, ça va peut-être devoir être revu parce que nous, si on a envie de rester sur cette planète, après c'est un choix, hein, si on a envie d'y rester, il nous faudra de l'eau de toute façon. On en a besoin, c'est indispensable à la vie. Si on a envie d'y rester avec quelques autres animaux ou quelques autres espèces végétales, parce que ça sera nécessaire pour y rester, de les avoir aussi à nos côtés, eh bien, il va falloir penser à revoir la répartition, comme vous le dites, des usages de l'eau. Bon, c'est pas fini, hein. Bon, je vois que vous vous levez, là. On a rendez-vous au train. Ah, d'accord, ok. Pour terminer, je voudrais vous sensibiliser sur ce qui... Ah, il y a encore une question, après on prend la dernière. On a besoin de combien de litres d'eau en Charente? De volume d'eau en Charente? Pour l'agriculture? En Charente, mais bon, je vous donne avec une marge d'erreur. Pour l'agriculture, les usages agricoles, on a à peu près de l'ordre de 40 millions de mètres cubes par an. Voilà. Donc, pour terminer cette séance, je voudrais vous illustrer maintenant ce qui nous attend dans le futur. Toujours pareil sur les mêmes critères que j'ai utilisés tout à l'heure, mais là on va se projeter jusqu'en 2100. Alors, cette courbe est importante parce que vous avez en abscisse le temps de 1980 jusqu'en 2100 et vous avez en ordonnée les quantités de gaz qui seraient émises. Et vous voyez qu'il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. En bleu, c'est le scénario sobre, c'est-à-dire un scénario où on engage une vraie politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est le scénario très optimiste de la COP21, et c'est le seul scénario de la COP21 qu'il y a eu en France, et c'est ce scénario qui permettrait de maintenir, en gros, le fameux critère de 2 degrés d'augmentation maxi. À l'extrême, vous avez en rouge le scénario du laisser-faire, c'est-à-dire qu'on continue à émettre de façon importante. Alors il faut bien que vous mesurez ça, parce que c'est tous les jours. Quand vous achetez des fruits qui viennent de Nouvelle-Zélande, plutôt que les acheteurs locaux, vous ne vous rendez pas compte nécessairement qu'il y a du transport. Quand vous achetez des aliments emballés dans du plastique, vous ne vous rendez pas compte que pour produire ce plastique, il faut des processus qui dégagent du CO2. Donc c'est tout ça. Donc, alors ce que je vous propose de vous montrer, c'est dans le cas d'un scénario sobre et dans le cas d'un scénario du laisser-faire, quelle pourrait être l'image de la Charente du point de vue climatique. Alors toujours pareil, la même grille, les mêmes points, simplement au lieu d'utiliser les données historiques, on utilise des données futures. Et ces données futures, elles sont publiques. Et vous pouvez très bien y accéder sur un site de Météo France qui s'appelle DRIAS, sur lequel vous aurez d'abord des synthèses sur les évolutions du futur des climats dans les différentes régions, mais aussi vous aurez accès aux données brutes. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait les mêmes calculs, mais en prenant le scénario sobre et le scénario du laisser-faire. Et je vais vous montrer quelques résultats. Premier type de résultat, là j'ai pris l'exemple de l'été,
c'est l'augmentation de la température de l'air. En bleu, il y a différentes périodes. On prend la référence actuelle, dans 30 ou 40 ans, et dans 60 ou 80 ans. Ce que vous voyez, c'est que en bleu, c'est le scénario sobre, et en rouge, c'est le scénario du laisser-faire. Si on ne contrôle rien, vous aurez des étés, en gros, qui seront 5 degrés plus élevés qu'actuellement. Ah, ça vous dit peut-être rien, mais c'est important. Parce que derrière ça, ça veut dire des températures maximales beaucoup plus importantes. Si on reste dans le sobre, vous voyez qu'on arrivera à contrer un peu cet effet. Pareil sur le déficit en eau. Bon, en période estivale, c'est normal que ce soit négatif. C'est-à-dire qu'il pleut moins que la demande climatique. C'est pour ça que les chiffres sont négatifs. Mais vous voyez que les cumuls, globalement en bleu sur les scénarios de laisser-faire, où il y a une petite variabilité, mais on aura un déficit qui sera considérable, dont l'accroissement sera considérablement ralenti si on reste dans un scénario sobre, que si on reste dans un scénario de laisser-faire. Et vous voyez que le déficit, en particulier en fin de siècle, sera beaucoup plus important, avec des déficits de 350 mm en moyenne, alors qu'on va rester de l'ordre de 200 mm, ce qui est énorme. Enfin, troisième exemple que je vous donne, et c'est très important pour l'agriculture, le nombre de jours où la température sera supérieure à 35 degrés Celsius. Donc des températures très chaudes. Vous voyez que si on reste dans un scénario sobre jusqu'à l'horizon dans 30-40 ans, on aura des nombres de jours qui seront raisonnables, au maximum 4-5 jours. Mais si on dérive, on aura quasiment presque un mois de température qui dépasseront 35 degrés. C'est énorme. Et tout ça, ça va dépendre de la façon dont on va évoluer. Deuxième exemple que j'ai pris, c'est l'automne. Alors, c'est intéressant l'automne parce que, bien sûr, sur la température de l'air, on voit aussi une augmentation selon les scénarios. Elle sera environ d'à peu près 3-4 degrés aussi. Dans le cas du scénario le plus défavorable, dans 60 ou 80 ans. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est la courbe du milieu. C'est le déficit en eau, c'est-à-dire la différence entre pluie et ETP. Vous voyez que dans le cas du scénario sobre, on aura des effets, mais dans le cas du scénario du laisser-faire, on a quelque chose qui risque d'être assez dramatique, puisque en automne, on arrivera à des déficits donc P-ETP très bas, de l'ordre de 0, voire de 20, de 30, qui veut tout simplement dire qu'on ne sera pas capable de recharger les nappes. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Et troisième exemple que j'ai pris, c'est le nombre de jours supérieur à 25 degrés Celsius. Une référence pour une température estivale moyenne, on va dire ça comme ça, dans vos régions, hein, j'ai mis ça à cet ordre de grandeur. Vous verrez que, vous voyez très nettement que dans les scénarios du laisser-faire, on aura sans doute des automnes qui ressembleront plus à des étés que l'on a maintenant. Donc, tout ça pour vous dire que l'avenir n'est pas encore tracé. L'avenir va dépendre de la capacité qu'on a, comme il a été évoqué par les participants, à anticiper, à s'adapter et surtout aussi à atténuer, c'est-à-dire prendre un ensemble de mesures qui vont nous permettre de réduire ces émissions. Atténuer, ça veut dire par exemple que pour l'agriculture, il faudra remettre un certain nombre en cause de pratiques, par exemple, pour diminuer les émissions de méthane, parce que l'agriculture est un gros émetteur de méthane. Atténuer, ça veut dire aussi, pour moi, avoir un mode de choix des produits que vous achetez dans les magasins qui fasse en sorte que ce qu'on appelle l'empreinte carbone soit la plus basse possible, justement pour ne pas comptabiliser tous ces relâchages de carbone. C'est toute cette politique, c'est toutes ces modifications de savoir-faire qu'il faudra mettre en place. Et le problème, c'est que il faut absolument que les politiques engagent une réflexion importante là-dessus et qu'il y ait au niveau national, européen comme international, des mesures qui soient prises de façon très significative. Je ne suis pas sûr qu'avec un président comme M. Trump aux États-Unis, on y arrive encore. Mais je voulais simplement vous toucher du doigt en vous montrant ces petits exemples, vous montrer toute la marge qu'on pourra avoir sur des critères climatiques simples en fonction du type de scénario et les conséquences que ça a. L'autre message que je fais passer, c'est que
quand je vous ai montré la figure, là, c'est là. Je vais dire. Pourquoi ça passe pas? Vous pouvez passer à la suivante? Oui. Voilà. Ce qui est important de voir, c'est que jusqu'aux horizons 2040-2050, les scénarios ne se différencient pas et ils s'éclatent après 2050. C'est là qu'on verra les effets majeurs. Et le problème qu'on a, c'est que tout le carbone qu'on est en train de mettre jusqu'en 2040-2050, il va peser très lourd sur la façon dont on va évoluer après. Parce que le carbone dans l'air, il a un taux de rémanence très très élevé, plusieurs centaines d'années. Donc c'est aussi pourquoi on insiste beaucoup pour dire que c'est maintenant qu'il faut agir. Parce que la façon dont on limite les émissions de gaz conditionne la trajectoire. Et l'autre message que je fais passer, c'est que la seule trajectoire qui paraît réaliste, y compris dans des départements comme le vôtre, c'est d'être le plus proche possible des scénarios sobres. Voilà, j'ai terminé. Est-ce que si vous avez des commentaires à dire sur la situation, le futur, est-ce que... Allez-y. Oui, alors pour vous reparler un peu des espèces aquatiques, les différents scénarios qui sont présentés, ils auront encore une fois un impact sur notre biodiversité aquatique. Par exemple, on peut imaginer qu'à moyen ou long terme, on arrive à peu près à préserver les espèces qu'on a dans nos cours d'eau, alors que sur le scénario du laisser-faire, là clairement, on aura une forte perte de biodiversité aquatique. Il y a des espèces qui ne pourront plus vivre dans nos cours d'eau, puisque les températures d'eau sont trop élevées pour la survie de certaines espèces. Et donc, on a une homogénéisation des espèces piscicoles dans les cours d'eau. Alors que si on s'oriente vers le scénario plutôt sobre, on peut imaginer qu'on arrive à préserver certaines espèces. On ne sait pas trop encore bien évaluer quelle sera la modification de la température de l'eau dans nos cours d'eau par rapport à l'élévation de la température de l'air. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que s'il y a une élévation de la température de l'air et donc de l'eau, il y aura un impact fort sur les espèces piscicoles. Après, sur l'évolution, sur les pratiques agricoles et sur l'agronomie, ça, je vais laisser la parole à Jean-Jacques. Oui, non, je veux juste revenir sur une affirmation de François Scoutan. Bon, jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, il ne tombe pas moins d'eau. C'est la répartition, donc c'est quand même important. Il ne tombe pas moins d'eau. Alors, bon, la sobriété, personne ne peut être contre, évidemment, c'est normal. D'un autre côté, il ne faut pas tout dramatiser non plus. J'allais dire, il faut quand même relativiser la consommation d'eau qui est faite avec celle qui tombe. Le problème, c'est une question de répartition et d'utilisation en temps... Voilà, on a un décalage, et c'est surtout pour l'agriculture le gros problème, c'est qu'on a un décalage entre le temps où la pluie tombe et le temps où on l'utilise. Et donc, jusqu'à maintenant, c'est ce que je vous disais, jusqu'il y a 30, 40 ou 50 ans, l'eau s'écoulait beaucoup moins vite et il y avait tout le système qui permettait que l'eau s'écoule moins vite. Tout ça, ça a été effacé par des drainages, des surdrainages même, des reprofilages de rivières et tout ça. Si déjà on n'est pas capable de reconquérir ces milieux, je ne vois pas comment on va inverser le problème récurrent des rivières aujourd'hui. Je ne vois même pas comment on peut faire. Après, il y a quand même, excusez-moi, je suis juste dans la biodiversité, il y a également une espèce que je défends quand même avec acharnement, qui est quand même l'espèce paysanne, qui utilise les territoires, qui les entretient et qu'il ne faut pas oublier au passage. Et sur quelle est votre analyse du futur? Comment vous le voyez par rapport à vos pratiques agricoles en termes de système d'exploitation, en termes de choix de culture, suivant que vous seriez dans un scénario sobre ou dans un scénario extrême du laisser-faire? Il y a une conférence ici, c'est ça? Ça, c'est un vaste programme, mais comment je le vois Non. Sincèrement, l'agriculture vit économiquement où elle ne vit pas. Ça, c'est fondamental. Je ne connais pas de personne qui travaille pour la gloire. Ça, un peu, mais pas trop quand même.
Donc voilà, ça c'est fondamental, c'est la première des choses. Donc ça veut dire que si vous voulez que l'agriculteur se transforme, l'agriculteur, jusqu'à preuve du contraire, il s'est toujours adapté. Après, il ne faut pas trop dénaturer le métier non plus. Dans le génome de l'agriculteur, il ne faut pas l'éloigner trop de la production, parce que c'est quand même l'intérêt du métier, c'est de produire. Alors après, on peut produire de différentes façons. Effectivement, il y a tout l'éventail entre agriculture conventionnelle, agriculture bio, entre les deux. Voilà. Bon, il y a effectivement beaucoup de choses qui peuvent évoluer. Je ne crois pas que les agriculteurs, dans la grande majorité, seront contre une évolution. La seule chose, c'est que ce qu'on défend en règle générale, ou plutôt ce dont on se défend, on veut bien continuer à produire propre, etc. On veut bien produire. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas produire bio au même prix qu'on produit en conventionnel. Et ça, il faut bien que tout le monde se le mette dans la tête. C'est un coût qui n'a pas de commune mesure, c'est-à-dire que le travail n'est pas du tout le même. Si vous prenez un pulvérisateur ou vous prenez une bêche, à la fin de la journée, il y en aura moins de fait d'un côté que de l'autre. Et le boulot n'est pas le même. Donc voilà. Alors, est-ce que les agriculteurs sont prêts à reprendre une bêche aujourd'hui? Ça, je ne le crois pas. Il y a des alternatives, hein. Il y a des matériels qui permettent de cultiver en bio aujourd'hui. Pas partout. C'est pas toujours facile. Tout le monde n'a pas les mêmes terrains. En terrain difficile, en bio, c'est compliqué. Voilà. Il y a aussi un truc, c'est l'élevage. Hein. On a perdu l'élevage. L'élevage traditionnel est quasiment perdu dans notre pays. Et ça, c'est une catastrophe. Enfin, ça a entraîné d'ailleurs beaucoup de choses et ça entraîne une modification, et c'est ce que je disais à François Soutan tout à l'heure, notamment dans l'est du département où aujourd'hui, il y a beaucoup de terrains qui sont retournés pour faire des céréales et c'était essentiellement des terrains à vocation d'élevage, uniquement même à vocation d'élevage. Aujourd'hui, la différence par rapport à il y a 50 ans, c'est que les matériels, le progrès, si vous voulez, entre guillemets, permet de cultiver ces terrains. Il y a 50 ans, un cheval ne pouvait pas tirer une charrue, voilà, c'était pas dans ces endroits-là. Donc aujourd'hui, on peut le faire. Et par contre, ça a des conséquences qui sont assez dramatiques par rapport à alors là, entre autres, par rapport à la qualité aussi de l'eau, hein, puisque vous savez que les prairies, c'est des filtres. Donc voilà, c'est... Mais bon, le sujet est tellement vaste que... Juste préciser que je n'ai pas dit qu'il pleuvrait moins, j'ai dit que la pluviométrie serait à peu près stable. Et puis, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport à Climatera. Et j'ai tendance à leur faire confiance par rapport à ça, et surtout par rapport au fait que l'évaporation, bon, ça nous a été redit, je ne vais pas le répéter plein de fois, mais s'il y a plus d'évaporation, forcément, il y aura moins d'eau, d'autant que la population est en train de croître. Donc forcément, on va utiliser davantage d'eau. Si on utilise davantage d'eau, comment on la répartit? Nous, notre travail, c'est pas de donner des leçons, c'est d'essayer de recueillir votre avis, celui des autres, pour essayer de construire quelque chose qui tienne la route et qui réponde aux enjeux. Voilà, c'est tout. Donc c'était le sens de la concertation qui a été menée en région Nouvelle-Aquitaine en 2017, concertation sur l'eau, qui a réuni près de 500 personnes, même plus de 500 personnes si on compte les interventions qu'il y a pu y avoir en ligne, la consultation en ligne. Donc l'objectif, c'était de faire un état des lieux. Bon, on l'a via Climatera, mais via d'autres études qui ont été faites à l'échelle de la région. Ensuite, deuxième chose, de lister les besoins et de hiérarchiser, comme on l'a dit, les usages et les répartitions en fonction des enjeux et notamment de l'enjeu climatique. Donc prioriser, c'est aussi notre rôle au regard de tous les éléments, toutes les informations qu'on a recueillies ici ou là. Alors, vous avez parlé de biodiversité, c'est important aussi. La biodiversité est indispensable, évidemment, à notre planète, et nous avons besoin aussi de la préserver. Nous avons envie de rester sur cette planète, nous, les êtres humains. Nous avons envie d'avoir une économie qui permette de fonctionner plutôt correctement, que ce soit l'industrie et l'agriculture nous est... Alors, je suis complètement d'accord avec vous, monsieur. L'agriculture est indispensable, sinon comment mangerons-nous? Mais après, quel système agricole, quel modèle agricole on veut?
c'est une discussion qu'il faut avoir. Et quel modèle agricole est le moins impactant en termes de quantité et de qualité de l'eau sur nos territoires au regard d'enjeux qui nous dépassent, qui est notamment la question du climat.